Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième session sur le suivi et évaluation du secteur de l'éducation. Après une première vidéo d'introduction, nous allons aujourd'hui voir plus en détail le cas du Bénin. Donc, les intervenants sont Jacques Tati, enseignant syndicaliste et membre de l'association Méridier, moi-même, donc Pierre Varly, consultant et formateur, président de l'association Méridier, et Johnson Maoudi, que je vous présente. Johnson, à toi. Oui, merci beaucoup, Pierre. Vraiment, c'est un plaisir d'être avec toi ce matin. Je m'appelle Maudi Komlavi Johnson. Je suis planificateur de l'éducation. J'ai eu cette chance-là de m'inscrire à l'IP UNESCO Paris. Je possède en outre une maîtrise de sociologie et je suis enseignant de philosophie au départ. Pardon. Donc après cela, j'ai fait 15 ans dans l'éducation en tant qu'enseignant avant de passer dans l'administration. Et dans cette administration, depuis 2002, j'ai eu à travailler dans les structures en charge de la réalisation des différentes politiques de planification de l'éducation sur les différents ministères en charge de l'éducation. Et donc, j'ai été soit rapporteur, soit coordonnateur de la plupart des documents de planification de l'éducation, notamment le premier qui a été le plan décennal et qui s'est fait entre 2004 et 2006. J'ai en outre eu cette chance-là de superviser les éléments du Fast Track Initiative qui sont devenus à la fin le PME. Donc, véritablement, j'ai eu cette chance-là de participer à l'évolution de toute cette planification de l'éducation au Bénin. Merci Johnson. Donc, cette vidéo s'inscrit dans l'Académie syndicale en ligne qui a été lancée en RDC. Vous avez le lien ici. Et dans le cadre du projet qui s'appelle Forcing, donc Formation syndicale et de coopération Sud-Sud, qui vise à former les syndicalistes, notamment ces questions de suivi, de planification de l'éducation. Donc, vous retrouvez en bas le lien vers notre premier tutoriel. Donc, les partenaires sont la FENECO, la Fédération nationale des enseignants éducateurs sociaux du Congo, donc un syndicat affilié à l'UNTC qui existe depuis de nombreuses années, qui a maintenant 50 ans. L'association Méridier, que j'ai l'honneur de présider, donc, qui a un site et un blog qui s'appelle méridier.net et aussi une page Facebook. Surtout, ce qu'on veut ici, c'est réparer une injustice parce qu'on avait présenté lors de la première vidéo une carte du rapport mondial de suivi de l'éducation sur les pays qui ont des rapports nationaux de performance. Or, on avait dit qu'il y avait en Afrique de l'Ouest seulement 2 pays qui avaient ces rapports, le Sénégal et le Ghana. Or, il s'avère qu'au Bénin, comme nous allons le voir aujourd'hui, il y a aussi ces rapports et donc on veut réparer cette injustice. À toi, Johnson. Oui, merci Pierre. Je reviendrai là-dessus pour insister que nous avons commencé à travailler, à faire des rapports de performance à partir de 2004, lorsque nous avons commencé nos revues du secteur. Le Bénin, c'est quoi? C'est juste un pays de 12 millions d'habitants, un pays très chaleureux que je vous invite à venir voir et qui est devenu non plus un pays qui est devenu plutôt en 2019 un pays à revenu moyen. Notre président actuel s'appelle Patrice Talon. Il a été élu une première fois et il a été réélu en avril 2021. Donc, ce qui nous interpelle aussi et qui nous caractérise, c'est que nous avons été ce pays où a commencé ce modèle de démocratie, ces cultures de la démocratie qu'on appelait conférence nationale et qui a amené en Afrique ce boom du multipartisme et de cette démocratie-là. Et on m'invite à parler un peu de comment les plans sectoriels de l'éducation, nous en sommes arrivés à ces plans sectoriels de l'éducation et ensuite nous parlerons sûrement des rapports de performance. Mais il est utile d'abord d'insister sur le fait que le Bénin a été l'un des premiers pays et fast track. Et c'est très important parce que nous l'avions été élus au fast track en février 2017 pour un montant de 76 millions de dollars US, qui faisait à peu près 30 millions de francs CFA.
Et il s'agissait pour nous de participer pour cette période de 2008-2010. Et pour ce faire, ce qui nous a été demandé pour cette première élection, on insistait pour que nous ayons déjà notre plan décennal de développement du secteur de l'éducation. Et ce plan a été prêt à partir de 2006. Ce qui est intéressant à ajouter à ce niveau, c'est que ce document a su s'arrimer à plusieurs autres documents de référence, comme le plan EPT qui existait, la stratégie à l'AFIA, les stratégies de réduction de la pauvreté et surtout cette loi d'orientation qui caractérisait notre pays, la loi de l'orientation de l'éducation. En même temps, il ne faut pas oublier que nous étions complètement intégrés dans ces perspectives internationales que sont les objectifs des OMD. Il faut saluer déjà en ce moment, et ça, je fais un petit coucou à Pierre parce qu'il était déjà là, mis à la disposition par l'AFD notamment, et il a été l'un des premiers artisans de ce premier document de planification. Et je me souviens bien qu'il a insisté aussi pour travailler sur les tableaux de bord de notre éducation et les fiches de rentrée. C'est vraiment quelque chose de très important à souligner parce que il y a eu un certain nombre cet appui-là qui a été important, essentiel pour faire évoluer notre planification. Le Bénin ne s'est pas seulement arrêté à ce seul plan décennal de développement du secteur de l'éducation. Nous avons fait la même chose. Nous avons continué à réactualiser ce document. Dès 2013, nous avons encore refait un plan triennal qui allait de 2013 à 2015. Et lorsque nous avons continué, nous avons estimé carrément qu'il fallait finir avec ce premier plan qui était le plan décennal 2006-2015 pour arriver à un autre plan post-2015 qui était celui que nous utilisons actuellement. Johnson, une précision, je crois que le Fast Track, c'était en 2007 et non en 2017. Pas 17, pardon, c'était 2007. Ah ouais, voilà, c'était bien 2007. OK, à toi. OK. Et en ce qui concerne les revues sectorielles, je peux dire que les revues ont commencé en 2004. Curieusement, pas curieusement, mais même avant l'élaboration du plan décennal qui a abouti en 2006. Il s'agissait d'une rencontre périodique entre les ministères en charge de l'éducation. On invitait encore d'autres ministères et les partenaires techniques et financiers. Et le souci, c'était cet appui qui arrivait en appui budgétaire à faire le point de l'évolution des systèmes et faire des recommandations. Ces revues qui pouvaient être biannuelles, parce qu'il y a des années où nous avons fait 2 fois ces revues, et constituaient des leviers très puissants pour un peu regarder comment se passait le document de planification et tous les problèmes qui étaient autour. À chaque fois aussi, on faisait le point de l'évolution du plan de CELAS, non seulement, mais on discutait des problèmes nouveaux, des différents problèmes qui nous préoccupaient. On discutait aussi des documents de politique qui s'ajoutaient peut-être, ou des documents pédagogiques qu'on voulait élaborer. Et en même temps, on en finissait avec des recommandations pour la poursuite des activités. Ce qui était surtout intéressant au début des revues, c'était la présence effective des ministres et des institutions importantes. Je veux parler des PTF les plus importants. Ce que je veux dire par là, c'est que le premier format des revues du système était un format très intéressant. On allait même jusqu'à 5 jours. Il y avait d'ailleurs au départ une réunion préparatoire d'une journée entre les ministres et les responsables des PTF et les PTF avant les grandes plénières qui pouvaient connaître des ateliers où on allait parfois même sur des visites de sites, de chantiers, etc., etc. Ces revues étaient vraiment plus globales, qui avaient un souci d'aller véritablement à l'essentiel. Ce format a malheureusement disparu au fil du temps, hein, parce que, disons que les périodes allouées ont été plus courtes, les ministres venaient un peu moins et paradoxalement, ce qu'on constatait, c'est qu'en même temps que la revue devenait très technique et qualitative, les politiques sont devenues de moins en moins disponibles. Ça, c'est un élément essentiel à regarder. Ensuite, qu'est-ce que nous recherchons fondamentalement dans ces revues? Quels sont les éléments essentiels qui revenaient toujours? Il y avait la note de performance, et il y a le document d'analyse des indicateurs,
et le point des recommandations. C'est les trois éléments qui revenaient chaque fois, même si ensuite on ajoutait toutes les autres préoccupations, tous les autres documents qui pourraient être des documents ponctuels. Un important point à souligner, et c'est vraiment très important ici, c'est la présence des organisations de la société civile, notamment les syndicats, qu'on prenait soin d'inviter. On invitait essentiellement les différents composants des syndicats, quel que soit le nombre de syndicats. Il arrivait qu'on fasse même des séances préparatoires avec ces syndicats pour mieux les expliquer les tenants et les aboutissants, on faisait des clarifications sur un certain nombre de processus en cours. Parce qu'à la limite, il y avait des sujets qui fâchaient quand même, hein, et on pourrait revenir là-dessus. Donc, malgré cela, il y avait beaucoup de situations conflictuelles, déjà entre les syndicalistes eux-mêmes, des incompréhensions sur certaines visions techniques et des revendications syndicales. Parfois, il y avait des revendications syndicales qui sortaient même du contexte de ce qui nous préoccupait en ce moment-là. Ce qui a permis de gérer un peu tout ça, c'est l'apparition du groupe local éducation en 2009-2010. Nous avons, avec le PME qui est intervenu, nous avons structuré un groupe local éducation et ensuite, la mise en place dans chaque ministère de cellules de dialogue social a permis de les former au départ avant que ces gens se présentent dans nos différentes forats, nos différentes, je veux dire, sur la réunion. Donc, ils ont commencé à être formés, donc ils ont été un peu plus tempérés et les acteurs syndicaux sont devenus plus constructifs. Voilà. Maintenant, depuis 2004, si on veut parler, nous avons parlé un peu de comment nous sommes arrivés à faire les documents. Maintenant, le rapport de performance. Comme je le soulignais, depuis 2004 au Bénin, il y avait des rapports de performance. Il y avait les rapports de performance qui présentaient, ou les notes de performance qui présentaient l'état financier de la situation. Sur plusieurs années, ce qui s'est passé, ça se présentait par les chefs du service de budget. Et chaque ministère présentait son rapport à part. Et présentait à part son rapport d'exécution du budget programme. Bon, c'est autour des années 2009-2010 qu'on a souligné la nécessité de faire un travail plus collégial dirigé par le STPP-DDS. Je souligne que le STP, le secrétaire technique permanent du plan décennal de développement du secteur de l'éducation, s'est mis en place en 2009 justement. Et à partir de là, on a insisté pour que la plupart de ces documents, autant le document de la note de performance, autant les notes qui faisaient l'analyse des indicateurs se présentent comme des documents globaux qui permettaient d'avoir une vision plus systémique du système. Donc ici, c'est clair quand vous allez sur les sites, les différents sites soit au Bénin, soit sur le PME, vous aurez à voir beaucoup de documents du plan décennal du secteur de l'éducation du Bénin. Une question, Johnson. Oui. Comme tu as présidé ce STP, il y avait combien de staff et quels étaient un peu les profils dans le secrétariat? D'accord. Et le secrétariat technique permanent était composé globalement d'une dizaine de personnes. C'est véritablement des cadres très techniques avec souvent des profils de planificateurs. Mais en même temps, il avait des profils d'administratifs parce qu'il avait une structure administrative qui était très légère. Il y avait des économistes, il y avait des pédagogues. En réalité, ce qui se passait, c'est qu'il y a le STP que je suis et il y avait un chargé de chaque secteur. Par exemple, alphabétisation, et enseignement secondaire, enseignement prématernel et primaire, etc., enseignement supérieur. Ensuite, s'ajoutaient 2 ou 3 personnes. Et je me souviens que nous avions eu la chance, au niveau de certains partenaires, d'être appuyés par des conseillers techniques même pour suivre. Donc, le rôle du secrétaire technique permanent, c'est d'être une structure pas très grande, 10, 12 personnes au plus, mais qui reposait sur
la connaissance de tout le système et la capacité qu'a la plupart des cadres qui sont dedans à avoir un certain profil dont on avait besoin. Merci. Maintenant, nous en arrivons aux défis et aux obstacles dans le suivi. En fait, je pense qu'on aurait pu présenter un peu les rapports, la note ou le rapport de performance, et on verra qu'en réalité, sur la plupart du temps, à un certain moment, le Bénin a eu à structurer ses rapports de telle façon qu'elles étaient plus appréciées. Mais la difficulté que nous avons ici, c'est l'accès, le défi, les obstacles dans ce suivi, c'est l'accès aux données. L'un des plus grands problèmes qui se présentait à nous, c'est la disposition à temps des données, parce que chacun des ministères avait à son niveau une certaine autonomie sur ces statistiques, de telle façon que le processus de collecte, de traitement, de mise à disposition obéissait toujours à des habitudes et à des attitudes différentes. La conséquence, c'est que ces données n'étaient jamais n'arrivaient jamais au même moment, et il y avait un véritable manque de synergie et il y avait, qui influait sur la vision globale de certains aspects du système. OK, je soulève donc l'importance du rapport de constater que le Bénin, dès 2004, dès le début de la mise en œuvre avant notre plan décennal, d'ailleurs, dès le début, lorsque nous avons commencé les revues du secteur, nous avons toujours eu des notes de performance. Et à quoi sert cette note de performance? C'est que ça permettait surtout de faire un peu, la note de performance s'appesantit un peu plus sur les aspects économiques, hein, le point d'exécution physique et financière du budget, l'analyse de l'évaluation des indicateurs et la présentation du cadre commun d'appréciation des performances du secteur. Tous ces éléments interviennent un peu dans le rapport de performance. Lorsque vous regardez le plan ici, vous voyez exactement que dans ce rapport de performance, on avait tendance à revenir d'abord sur les recommandations de la revue. D'accord? Parce qu'il y a toujours des recommandations. Certaines sont même récurrentes, mais globalement, plusieurs étaient satisfaites. Ensuite, vous allez voir que au point 2, il y avait l'évolution et l'analyse du cadre de dépenses à moyen terme du secteur. Et les cadres de dépenses à moyen terme sont généralement sur 3 ans. Et on regardait un peu quelle est l'analyse qui est faite intersectorielle et intrasectorielle. Et on regarde ensuite, ça, c'est ce qui est donné par l'État béninois. Ensuite, on regardait un peu ce que les PTF mettaient dans la balance. Et enfin, on voyait un peu qu'est-ce qu'on peut dire globalement de tous ces éléments et en quoi ces éléments-là influent et comment on peut les influencer aussi pour aller vers une meilleure évolution du secteur. Donc, je pense que c'est l'essentiel. Quand vous regardez, par exemple, les recommandations dont je parlais, c'est toujours c'est la première chose à faire. Il n'y a rien à faire parce qu'il y a toujours des recommandations au fur et à mesure que se déroulait, au fur et à mesure que se déroulaient la séance, et on notait les points importants d'achoppement et qui devenaient des recommandations et qui étaient toujours structurées de cette manière. À la fois, c'est quoi, quelles sont les structures qui doivent s'en charger, quelles sont les actions qui doivent être réalisées et comment on va faire pour vérifier que ça a été fait. Voilà, c'est le premier élément. Ensuite, on en arrive au CDMT. Le cadre, c'est ça, le cadre de dépenses à moyen terme. Ce sont juste des outils qui permettent de mieux apprécier le budget, d'accord, de l'éducation.
Et quand vous regardez ici, ces deux graphiques, on voit un peu les budgets qui ont été sur 5 ans alloués au secteur de l'éducation au Bénin. Et ça, en 2017, c'était un peu plus dans les 13%, mais ça a été à 14,5 et ça a continué à baisser au fur et à mesure. En même temps, quand vous regardez au niveau des répartitions intersectorielles, à chaque fois, il n'y a pas photo, c'est le ministère en charge de l'enseignement primaire qui prenait la grosse part. C'est d'ailleurs très explicable et les autres ministères, d'abord, ensuite le secondaire et ensuite le supérieur. Nous allons voir un peu en continuant pourquoi c'est le ministère de l'enseignement primaire. Lorsque vous regardez l'évolution de cette répartition, dans le bleu, vous voyez déjà, c'est le salaire qui prend la plus grande partie du financement de l'éducation. Et ces salaires-là, quand vous regardez au primaire au Bénin, plus de les 2 tiers des enseignants de tous les ordres confondus sont au primaire. Donc, c'est parfaitement normal que ce soit les salaires qui soient la plus grande masse et que ce soit le primaire qui est la plus grande masse. Voilà. Ensuite, les taux d'exécution. Voilà encore une nébuleuse qui n'est pas facile à gérer parce que les cadres, dans un souci de performance, dans un souci de technicité, il y a beaucoup de structures qui sont là pour gérer les différentes procédures. Et en même temps, parfois, cela ralentit un peu le travail qu'il y a à faire, de telle façon qu'à la fin, parfois, la manière de l'exécution budgétaire n'est pas linéaire. Soit c'est difficile, ça commence difficilement pour finir très, très rapidement vers la fin. Et parfois, on se dit, oui, il faut ces cadres-là, ces structures, mais en même temps, il y a une difficulté à mettre les choses en place. Johnson, quelle est la différence entre la base engagement et la base ordonnancement? Ici, en réalité, ça signifie que ce qui se passe à un certain moment, les gens financent quelque chose. Nous sommes d'accord. Et ils engagent. Engagement, ça veut dire qu'on engage, d'accord, et on met certaines choses en place. Mais en définitive, vous avez constaté toujours que l'engagement est souvent plus important que l'ordonnancement. Nous sommes d'accord. Et de telle façon qu'à un certain moment, l'engagement, c'est tout ce qui a été mis en place et l'ordonnancement, c'est ce en définitive se fait. Je ne sais pas s'il a été assez clair, mais peut-être Pierre va nous aider à être plus clair à ce niveau. Non, tu as été clair, hein, merci. Maintenant, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect exécution financière, mais il y a un autre aspect qui est très important, c'est l'exécution physique, d'accord, du plan. Et à ce niveau, généralement, on présente des tableaux où on met les grandes actions réalisées, comme c'est écrit là, d'accord? Et on regarde les actions selon les différents éléments, accès, équité, rétention. On va voir ensuite la qualité, on va voir la gouvernance, etc., etc. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, il y a une exécution financière, mais une exécution physique qui rend compte à quoi a servi l'argent, vers quoi l'argent est allé. L'argent est allé dans le fait qu'on a construit des salles de classe, on a construit des écoles, etc., etc. Voilà un peu l'idée. Ensuite, nous en arrivons à l'analyse des indicateurs de performance par sous-secteur. À chaque fois, c'est la même chose, comme je le soulignais. À ce niveau, l'analyse des indicateurs s'intègre dans cette vision globale. On a regardé l'argent, on a regardé les réalisations physiques. Et maintenant, on regarde, est-ce qu'à partir de tout ça, on a constaté que les choses ont évolué? Généralement, ce qui se passe ici, on a présenté un certain nombre d'années où les éléments ont été, un certain nombre d'années où on a connu ces situations-là. Souvent, il y a une valeur de base sur là, ce qui est prévu,
et ce qui est une valeur de base et ce qui a été atteint. Ce qui se passe généralement ici, c'est que au niveau du taux brut de préscolarisation Bénin, on est, par exemple, on est en deçà de ce que nous avons prévu, toujours en deçà, compte tenu d'un certain nombre de situations, etc. Et on va voir que le privé aussi va s'en mêler, mais malgré ça, nous avons la préscolarisation des enfants, si elle n'est pas complètement mauvaise, ce n'est pas là où le Bénin a véritablement réussi. C'est au privé qu'il y a eu un réel, à la fois un financement massif, un souci massif, important d'aller de l'avant. Et grâce à la fois à des planifications très précises, mais aussi à des financements comme le partenariat mondial de l'éducation ou encore les PTF qui se sont mis ensemble aussi avec le ministère, et ça a donné quand même des éléments très intéressants. C'est vrai que quand on regarde un peu les taux bruts de scolarisation de cette manière-là, où nous avons atteint plus de 100%, on comprend pourquoi c'est plus de 100%. C'est juste parce que si on suppose par exemple que les enfants rentrent à partir de 6 ans, au Bénin, il y a des gens qui rentrent un peu plus tôt et d'autres qui restent un peu plus tard. On comprend que ça soit un peu plus que ça. Mais il est un peu plus intéressant de regarder d'autres taux comme le taux d'aide de scolarisation et les taux d'achèvement qui permettent de montrer vraiment est-ce que cet effort qu'on voit à travers une scolarisation très importante se retrouve à la fin, c'est-à-dire dans la transition, l'achèvement. J'ai une petite remarque, Johnson. D'après mes Oui, souvenirs, ces oui. indicateurs-là, c'était les vieux indicateurs du premier plan décennal et qu'il y a une certaine continuité dans le cadre d'indicateurs. C'est-à-dire que Ah, si on change les indicateurs tous les ans, on ne peut pas oui, faire le suivi et qu'il faut qu'il y ait un cadre de résultats qui soit assez stable dans le temps, n'est-ce pas? oui, tu as parfaitement raison. Et voilà encore un problème à pouvoir chercher quelle est la solution la meilleure. En ce qui concerne, bon, ça, c'est des détails par rapport aux différents choses là, au taux brut d'admission, c'est-à-dire que c'est comment les enfants, les choses là vont, comment ils appellent, vont au CI, nous sommes d'accord, et nous nous rendons compte que malgré qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui ne sont pas à l'école, il y a là, au Bénin, on peut dire quand même qu'il y a un souci de la chose, et surtout, vous allez constater que c'est dans le public. Aussi, ce qu'on voit, c'est que le rapport mélange à la fois des tableaux et des graphiques, et des graphiques avec une Oui, interprétation c'est des pas résultats. terrible. Et je pense que ça aurait été mieux de faire quelque chose de plus digeste en faisant là, les tableaux, et soit les tableaux, soit les graphiques. Quand vous regardez le taux d'achèvement, je me demande si ce n'est pas ici que nous avons beaucoup péché, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas quoi dire parce qu'en 2015, on se targuait d'être à près de 80% du taux d'achèvement, c'est-à-dire que les enfants étaient à l'école pour au moins les trois quarts. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé à la moitié et en 2020. Et quels sont les problèmes qui ont amené ça? Et cela, les explications qui sont données ici, le fait qu'il y ait beaucoup de redoublements, beaucoup d'abandon, des pesanteurs socioculturelles, la faible capacité des apprenants à assimiler, ce n'est pas toujours aussi évident. Est-ce que, quelles sont les problématiques d'offres et de demande qui font qu'en définitive, qui ont permis cette érosion évidente et décevante de notre système? Je n'arrive pas encore à donner des éléments probants, mais je trouve que ce n'est pas suffisant en termes d'explication. On voit aussi qu'il y a des cartes. On ne va pas lire les cartes, mais c'est pour vous montrer qu'on peut présenter l'information sous différentes Voilà, formes, sous avec des plusieurs cartes. formes. Je pense que c'est très intéressant. Et puis, Voilà, les acquis l'évaluation scolaires des acquis. aussi. Voilà, on peut toujours présenter ça autrement. Moi, je ne sais pas, je sais que Pierre est un des plus grands spécialistes de l'évaluation des acquis. En même temps, est-ce que nous avons pu faire un travail efficace et évident au niveau de l'évaluation des acquis des élèves?
je ne suis pas très, très spécialisé dedans, mais je me dis que est-ce qu'on présente toujours les, les, les situations euh, au même moment, au même instant? Est-ce que nous allons sur les mêmes bases? Là, Pierre, je te laisse peut-être commenter un peu. Pardon, Johnson. On reviendra sur ces indicateurs D'accord. tout à l'heure. Oui. Je vais continuer OK. sur les données en ligne. Là, je vais Voilà. peut-être reprendre la main. J'ai Oui. été sur le site de l'Institut national de la statistique et on Mhm. voit qu'il y a une volonté de transparence parce que les indicateurs en fait et les effectifs sont disponibles pour les différents sous-secteurs, pour le primaire, l'enseignement maternel et le secondaire. Donc, ils sont disponibles jusqu'à 2017. Vous avez le lien ici, mais on voit qu'il y a une volonté de transparence parce qu'on a des tableaux d'indicateurs et que c'est mis en ligne. Alors, je vais faire une petite lecture critique du rapport. Premièrement, pour Mhm. saluer la qualité du rapport. Je ne suis pas le seul à le dire. J'ai soumis ce rapport à des personnes qui travaillent dans le rapport mondial le rapport mondial de suivi de l'éducation à l'UNESCO, qui m'ont dit que c'était un très bon rapport. Et pour en avoir vu plusieurs en Afrique, je trouve que c'est un des meilleurs rapports. Donc ça, je voudrais saluer tout le travail qui a été fait par le Bénin, d'avoir produit ces rapports en temps et en heure et en qualité. Et après, je voudrais faire quelques commentaires, si tu me permets, sur certains Oui. éléments. Je vais Mhm. commencer par les acquis scolaires. Ici, ce Mhm. qu'on voit, c'est qu'il y a des données de base de 2017, donc sans doute avec des évaluations nationales, et puis des indicateurs de résultats PASEC qu'on voit à droite en 2019, sachant que le PASEC, c'est 2014 et 2019. Là, on mélange un peu deux sources d'informations qui ne sont pas forcément comparables, puisqu'on a des données, des évaluations nationales, et puis des données PASEC qui ne sont pas forcément les mêmes items, pas forcément les mêmes tests. Donc, il faut s'assurer, quand on fait des mesures dans le temps, qu'on a des outils qui sont comparables. Donc là, on a un exemple où les données ne sont pas forcément comparables, parce qu'on sait que dans les pays, on a des difficultés à faire régulièrement des évaluations des acquis. C'est souvent financé par les fonds externes. Donc là, on voit qu'il y a un peu un changement de méthode, et quand il y a un changement de méthode, on peut moins comparer dans le temps. Le second commentaire que j'aurais à faire, effectivement, sur la forme, les graphiques ils peuvent être sans doute un peu améliorés, mais c'est un peu sur le fond. Moi, je reste un peu sur ma fin, sur l'explication. Les taux d'achèvement baissent, et on aimerait mieux savoir pourquoi. Peut-être qu'il faudrait davantage d'études sur la demande, par exemple. Alors, c'est pas qu'au Bénin, au Sénégal aussi, on a des taux d'achèvement qui, depuis 10 ans, stagnent. C'est sans doute lié à la demande et l'adéquation avec l'offre. Il y a pas mal de choses, et je pense je reste un peu sur ma fin là-dessus, sur l'explication. Mais globalement, on voit qu'il y a des tableaux d'indicateurs qui sont cohérents, qui sont stables dans le temps, des rapports qui sont produits chaque année, et globalement, c'est un très bon rapport. On voit aussi que là, depuis 2017, si on voit sur le site de l'INSAE, on ne trouve pas les données à partir de 2018, et dans les bases de l'ISU, de l'Institut statistique de l'UNESCO, on ne trouve pas non plus les données. Donc là, on a peut-être un petit problème, sachant que les données, d'après mes informations, elles sont disponibles au niveau de l'Institut de la statistique du Bénin. Donc là, vous avez les indicateurs que j'ai téléchargés, mais qui s'arrêtent à 2017. Donc Johnson, je te remercie beaucoup de nous avoir présenté le travail du Bénin. J'espère que ça va inspirer d'autres pays à faire ces rapports de performance, avec pourquoi pas, on imagine un jour, la participation de la société civile à ces rapports. Et je voudrais te laisser détailler les 5 conseils pour faire un rapport national de suivi. Ah, merci Pierre et merci pour ton apport. Et en fait, un bon rapport de suivi, c'est tout simple. C'est d'abord, à mon avis, qu'on a besoin d'une bonne structure qui coordonne. Parce que ce qui a été fait au Bénin, pendant longtemps, la coordination a été, cela s'est amélioré en même temps que la coordination au fur et à mesure a été confiée au secteur technique permanent du plan décennal. Donc, il y avait une vision plus globale, il y avait, des, 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 il y avait une conscience de ce qui devrait être fait. Ensuite, il faudrait des techniciens, recruter des techniciens, statisticiens, économistes, analystes, parce qu'on a besoin quand même d'une pluralité de personnes et de profils pour faire un bon rapport. Et ne pas oublier quelque chose d'intéressant, d'important, c'est de bien impliquer la société civile. Parce qu'on oublie souvent que la société civile a une base.
C'est eux qui connaissent les éléments locaux. Ils sont ils sont carrément au niveau des localités et donc ils ont certaines visions qui permettent de mieux regarder les, les, certains caractères qu'on ne retrouve pas au niveau du global. Ensuite, il faut faire attention à ne pas produire des documents un peu trop techniques. Il faut produire des documents lisibles. C'est-à-dire que des documents que d'autres, soit autant les administratifs, autant d'autres personnes qui sont au niveau déconcentré puissent lire et comprendre. Sinon, on se retrouve avec des documents qui sont complètement pour un petit groupe et des documents qui sont qu'on est capable d'expliquer clairement et simplement aux décideurs, avec parfois même des encadrés hein, pour bien leur montrer, voilà l'essentiel, voilà ce à quoi on va aller, voilà ce que ça va donner. Et ne pas oublier, c'est d'ailleurs ce que Pierre nous montre à la fin, qu'il faut mettre en ligne ces rapports et ces données au plan international parce que ça permet de savoir que le pays fait quelque chose, le pays continue à faire quelque chose et que le pays est dans le concert des nations. OK, Merci, merci. Johnson. Ouais. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a plu. C'est plutôt une étude de cas qu'un tutoriel. Et Johnson, j'espère aussi que tu pourras apporter ton expertise à d'autres pays pour les aider à faire ces rapports de performance et à mettre en place des structures de suivi. Donc, je pense qu'il y aurait beaucoup d'échanges à faire, de coopération sud-sud. Pour une fois, on parle souvent de coopération sud-sud, mais dans la pratique, elle est plutôt souvent nord-sud. Donc là, j'espère vraiment que tu pourras contribuer à aider des pays à mettre en œuvre ces rapports. À toi. Ce sera vraiment avec plaisir, Pierre. Merci beaucoup, Johnson, et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.